Bienvenue sur ce webinaire sur le sujet du radon. Il y aura deux parties, donc moi je vais vous expliquer un peu ce que c'est le radon et d'où ça vient et pourquoi ça pose parfois des problèmes. Et puis après, Patricia Deckers de province de Luxembourg vous expliquera les détails de la campagne et quelques détails sur comment remédier. Je propose que je démarre avec ma présentation. Voilà, encore une fois, bienvenue au webinaire Le radon, comment s'en protéger. Moi, je suis Boris Zandhutter, je travaille pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. C'est l'organisme qui est responsable pour la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. On est plus ou moins 150 collaborateurs et on travaille sur 6 points d'attention. Les installations nucléaires, donc les centrales nucléaires, les hôpitaux, etc. La gestion des déchets radioactifs, la sûreté nucléaire aussi, le transport des radioisotopes et d'autres substances radioactives, la protection de la santé et aussi la surveillance du territoire et le rayonnement naturel. Et c'est là où le radon intervient. Donc, vous voyez ici la distribution de l'exposition de la population en Belgique au rayonnement ionisant, donc à la radioactivité. En bleu, vous voyez les applications médicales, donc c'est responsable pour 45% de l'exposition de la population. Les expositions médicales, donc la diagnostic, mais aussi les traitements, la médecine nucléaire et tout ça. Une deuxième source d'exposition importante, c'est en vert à droite, c'est le radon et le thoron qui est responsable pour 35% de notre exposition. Et là, au contraire, par rapport aux applications médicales, en fait, il n'y a pas d'aspect positif. Donc, l'exposition au radon, ça peut poser un risque pour la santé. Et il y a moyen de réduire, donc de réduire en fait cette exposition. Et c'est là où on veut vous expliquer un peu aujourd'hui comment et pourquoi. Donc, on va commencer par les notions de base. On va discuter les risques pour la santé, comment on peut mesurer et détecter le radon, d'où ça vient, quelle est l'origine et comment ça se déplace, ce radon, quel est le cadre réglementaire, et puis quelques exemples, qu'est-ce qu'on peut faire si on a trop de radon dans sa maison ou dans le lieu de travail. Le radon, c'est la première cause de cancer pulmonaire chez les gens qui ne fument pas et la deuxième cause chez les fumeurs. C'est un problème de santé publique, mais aussi de la qualité de l'air intérieur du bâtiment. Et c'est pourquoi, déjà en 2017, le Conseil supérieur de la santé a publié un document qui explique un peu tout ce qui est lié à la qualité de l'air intérieur en Belgique. Quelles sont les sources, quels sont les dangers, quels sont les problèmes potentiels et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces sources d'exposition. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié en 2009 déjà le Radon Handbook, donc toutes les informations, toutes les données disponibles au monde entier sur la problématique du radon. Et après ça, la communauté européenne a publié une directive qui implique en fait des obligations pour les États membres de l'Europe en termes de gestion du radon, avec comme but final la réduction du nombre de cancers pulmonaires reliés à une exposition au radon. Pour réduire ce nombre de cancers, il faut à long terme éviter toutes les concentrations qui dépassent le 100 becquerels par mètre cube. À long terme, ça veut dire qu'il faut protéger toutes les nouvelles constructions afin de ne pas dépasser ce niveau de 100 becquerels par mètre cube. Lors de la construction, donc de la conception d'un nouveau bâtiment, c'est relativement facile de prévoir des méthodes de prévention, des barrières étanches et tout ça pour éviter des infiltrations du radon dans les bâtiments. Deuxièmement,
il faut donc dépister et assainir tous les bâtiments qui dépassent le niveau de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube. Donc, qu'est-ce que c'est le radon? C'est un gaz. C'est un gaz noble, un gaz rare, qui est naturel, inodore, incolore, insipide et malheureusement radioactif. Quelles sont les sources? D'où vient le radon? Principalement en Belgique, ça vient du sous-sol. Ici, vous voyez une image d'une maison un peu caricaturale pour montrer comment on peut, en principe, se protéger contre le radon. Bien sûr, ce n'est pas la façon dans laquelle on construit des maisons en Belgique en général, mais en principe, s'il n'y a pas de contact avec le sous-sol, il y a très peu de radon qui va s'infiltrer dans un bâtiment. Deuxième source, ce sont les matériaux de construction. Mais là, on a constaté que la contribution du radon qui vient des matériaux de construction en Belgique est limitée, est beaucoup moins important que le sous-sol. Ici, vous voyez que la maison est en bois, et le bois contient moins de radon que les pierres, les roches, le ciment, les briques, etc. L'eau potable, l'eau de ville, contient un petit peu de radon, mais ça, c'est réglé, ça, c'est mesuré et monitoré en Belgique. Donc, il n'y a pas de source d'eau potable, eau de ville, qui mène à des fortes concentrations en radon. Parfois, quand on a un puits privé dans une maison privée, parfois, si ce puits descend dans la roche schisteuse, ça peut apporter un peu de radon et ça peut être un point d'attention, mais uniquement pour les puits privés. Le gaz de ville, ça contient un petit peu de radon, mais en Belgique, de nouveau, c'est très limité. Qu'est-ce que c'est le radon? C'est un gaz radioactif qui provient donc de la désintégration radioactive de l'uranium. Vous voyez l'uranium en bas de l'illustration qui est présent dans le sol, dans tous les sols, dans toutes les roches, en quantité variable, mais en faible quantité en général, mais qui est donc radioactif et qui va produire un autre élément qui s'appelle le radium. Ce radium, c'est un métal aussi comme l'uranium, donc ça reste là où c'est produit, dans le sol, dans la roche. Mais il n'est pas stable, il va former en continu le gaz radon. Vous voyez que ce gaz ici, il sort de l'atmosphère ou de l'environnement où il est produit parce que c'est un gaz. Il va se déplacer avec les courants d'air qui existent, il va se déplacer avec un processus qu'on appelle la diffusion pour en partie se retrouver à l'air libre, donc à l'extérieur, où il se dilue rapidement. Donc, quand on va mesurer à l'extérieur, dans le jardin, dans les bois, le radon, on va mesurer une faible quantité, mais toujours il y a du radon. Quand ce radon entre dans un environnement clos, isolé, donc comme un bâtiment, il peut s'y concentrer pour donner lieu à des concentrations élevées et parfois nocives à la santé. C'est un gaz radioactif, un émetteur de particules alpha, comme vous voyez ici. Ce sont ces particules alpha qui sont responsables pour le risque pour la santé. Donc le radon va se désintégrer pour former d'autres éléments, d'autres métaux, le polonium, le plomb, le bismuth, encore un polonium, puis pour finalement former le plomb 206 qui est l'élément stable. Les deux poloniums que vous voyez là sont des émetteurs alpha également, et comme le radon va se retrouver dans l'air, dans une pièce, ces poloniums vont également apparaître dans l'atmosphère, dans nos bâtiments, et donc émettre des particules alpha. Quand ces éléments sont inhalés, en fait, ils vont exploser le tissu pulmonaire, irradier le tissu pulmonaire pour augmenter le risque pour créer des dégâts au niveau des cellules des poumons, donc des mutations au niveau de l'ADN dans nos poumons. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'exposition à des fortes concentrations en radon pose parfois un risque pour la santé. C'est déjà dans le XVIe siècle qu'on a observé que les gens qui travaillaient dans les mines d'argent à cette époque, il y avait un nombre élevé de cancers du poumon, c'est chez mineurs. Et maintenant, après les recherches, on a
pu donc déduire que ça provient de l'exposition au radium et donc au gaz radon. Et depuis 1987, le radon a été classifié comme substance cancérigène de classe 1 par l'Organisation mondiale de la santé, le centre qui s'occupe des risques de cancer. Et ce risque, comme expliqué, c'est lié à l'émission des particules alpha. Donc le tissu pulmonaire peut être exposé aux particules alpha, ce qui représente un risque de développer un cancer du poumon. Il faut savoir que ce risque augmente quand on fume, parce que la fumée va attirer, va avoir des plus fortes concentrations en éléments descendants du radon, donc des poloniums. Donc les gens qui fument ont plus de risques quand ils sont exposés au radon. Donc ce tableau pour montrer en fait comment on a pu quantifier ce risque en chiffres absolus. Vous voyez là, à gauche, la concentration en radon auquel une population est exposée. Et si on prend le chiffre 0, donc si on prend une population qui est exposée à 0 becquerel par mètre cube radon, on voit que sur 1000 personnes qui ne fument pas, il y aura 4 personnes qui vont développer un cancer du poumon pendant leur vie. Et le risque bas, c'est lié aux autres facteurs comme la poussière fine ou encore des conditions qui dépendent de la personne ou de l'environnement. Si on expose 1000 personnes qui fument, par contre, on voit que même s'il n'y a pas de radon, il y aura 100 sur 1000, donc 10% des fumeurs qui vont développer un cancer dans toute leur vie. Donc ici, on prend une vie sur 70 années d'exposition. Alors, si on va exposer ces 1000 personnes à une concentration, prenons 800 becquerel en bas du tableau, on voit que le nombre de personnes qui vont développer un cancer est plus ou moins le double. Donc, au lieu de 4 sur 1000, il y aura 9 sur 1000. Donc, le risque de cancer double quand on est exposé à 800 becquerel par mètre cube par rapport à la situation sans radon. Chez les fumeurs, la même chose, mais au lieu de 10% ou 100 sur 1000, il y a plus ou moins 200 sur 1000, 20% des fumeurs qui vont développer un cancer de poumon. Donc, ça c'est le risque quantitatif lié à l'exposition au radon. Donc, si on arrive à éviter des expositions qui dépassent le 100 ou le 200 becquerel par mètre cube, on voit qu'on peut éviter pas mal de cancers du poumon. En résumé, donc ça veut dire que le risque d'attraper un cancer pulmonaire à 300 becquerel est plus ou moins 30% plus grand que si on est exposé à 100 becquerel par mètre cube. Ici, je vous montre deux illustrations de début du XXe siècle où on promote en fait des produits qui contiennent de la radioactivité, du radium. Donc les crèmes de beauté ou encore des boissons comme à droite le soda atomique. On ajoutait de la radioactivité parce qu'on pensait que cette énergie était favorable ou bénéficiaire pour les gens qui utilisaient ces produits. Mais c'est que par plusieurs dizaines d'années par après, on a constaté que en fait, cette exposition à la radioactivité n'était pas si innocent que prévu et il y avait des cancers qui commençaient à se développer plus fréquemment qu'auparavant. Donc, c'est pour dire que l'effet d'une exposition à la radioactivité devient visible qu'après 20, 30, 40 ans après l'exposition. Donc, c'est important de pouvoir mesurer, dépister s'il y a du radon dans un bâtiment ou pas. Cette figure montre en fait la variation de la concentration en fonction des jours de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on voit que si on a par exemple le lundi une concentration dans un bâtiment de 50 becquerel par mètre cube,
Le jeudi, on peut avoir 600. Donc, il y a une forte variation qui dépend des conditions climatiques ou des conditions météorologiques, plutôt s'il fait beau, s'il pleut, la température extérieure, la vitesse du vent et tout ça, mais aussi la façon dans laquelle les maisons sont ventilées. S'il y a plus de ventilation, il y a moins de radon parce que le radon est évacué par la ventilation. Il existe aussi des variations saisonnières. Donc, en hiver, en général, les concentrations radon à l'intérieur des bâtiments sont plus élevées qu'en été. Vous voyez ici les mois de l'année, janvier, février, mars, et on voit que dans les mois en hiver, la concentration est plus élevée qu'en juin, juillet, par exemple. C'est parce qu'en fait, en hiver, les bâtiments sont moins ventilés, mais aussi, quand les maisons sont chauffées, il y a le tirage thermique, l'effet de cheminée qui va s'installer et qui va provoquer une aspiration d'air venant du sous-sol et qui va aspirer l'air chargé en radon vers l'intérieur des bâtiments. C'est pourquoi on fait des mesures du radon, donc les campagnes de mesure radon en hiver et pas en été. Et c'est aussi pourquoi on fait la mesure sur une période de plusieurs mois, dans notre cas sur 3 mois, et pas sur quelques jours, parce qu'on voit que si on mesure que quelques jours, ce n'est pas nécessairement représentatif pour la moyenne annuelle. C'est la concentration moyenne annuelle qui est liée au risque. Les détecteurs qu'on utilise, ce sont donc, pour faire les mesures de dépistage, des détecteurs passifs qui contiennent un film comme le film photographique, qui est sensible aux particules alpha dans l'atmosphère, dans l'air, et qu'on dépose sur un meuble pendant la période de mesure, 3 mois. Et ce film va enregistrer, va donc mesurer de façon intégrée toutes les particules alpha qu'il va enregistrer. Et donc, à partir de là, on peut calculer la concentration en radon dans la pièce. Il existe aussi des détecteurs actifs qui mesurent en continu ou de façon ponctuelle. Et ces appareils sont utilisés pour faire une diagnostic d'une maison. On peut comparer la concentration radon quand toutes les fenêtres sont ouvertes à la situation où tout est bien fermé. On peut évaluer la vitesse d'entrée du radon pendant la journée, etc. Et ça nous permet donc d'identifier la source. Hein. Souvent, c'est les pièces en sous-sol, donc les caves, les vides ventilés. La source est aussi les voies d'entrée, donc les pentes en dessous des portes qui mènent à la cave, etc. Donc, pour résumer, vous voyez la mesure intégrée, la ligne bleue, c'est la concentration moyenne sur la période de mesure. Dans notre cas, souvent, c'est 90 jours, 3 mois. Les petits cercles, ça représente les mesures ponctuelles, et c'est pour illustrer que, en fonction du moment où on prend cette mesure, on aura plus ou moins de radon, et donc ça ne donne pas beaucoup d'informations sur la concentration moyenne et donc sur le risque. Et les mesures continues, donc c'est la ligne qui varie, qui permet donc de voir des variations jour, nuit, pendant le week-end, etc., afin d'identifier le dynamique et les voies d'entrée du radon. Ici, vous voyez la carte géologique de la Belgique, et en jaune, dans le nord, on trouve plutôt des sols ou des roches sableuses, argileuses, qui sont donc moins susceptibles d'avoir beaucoup de radon parce qu'ils sont en général moins perméables. Souvent, il y a une saturation en haut, et il y a moins d'uranium dans ce type de roche. Par contre, dans le sud, en brun et en mauve, vous voyez des roches schisteuses et des roches calcaires qui parfois provoquent des courants d'air, et les roches schisteuses qui sont plus riches en uranium. Et donc, dans ces régions-là, il y a plus de probabilité, plus de risque d'avoir du radon à l'intérieur des bâtiments. Voici la concentration en uranium de quelques types de roches. Donc, l'argile, à gauche, vous voyez 3 mg sur kilogramme, donc relativement peu.
comparé au schiste en orange, plus à droite, dans les Ardennes, où il existe des concentrations qui dépassent le 100 mg par kilogramme, et donc on voit tout de suite que ces roches sont plus riches en uranium, donc ils produisent plus de radon. Il y a plus de probabilité d'avoir du radon à l'intérieur des bâtiments. Sur base de toutes ces informations, la géologie, les mesures à l'intérieur des bâtiments, on a pu donc classifier le territoire belge en termes de risque radon. La carte à gauche vous montre le niveau de risque dans les classes qu'on a définies. Donc les classes qui vont de 0 à 2. Et donc la classe inférieure en vert représente les communes où il y a moins de 1% des bâtiments qui dépassent le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. Le niveau 1, ce sont les communes où il y a entre 1 et 2% des bâtiments qui dépassent le niveau de référence. Et la classe 2 représente toutes les communes où plus de 5% des bâtiments dépassent le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. Et c'est dans les communes de classe 2, donc de A, 5 à 10%, ou de la classe 2B, de plus de 10%, où c'est important de quand même organiser des campagnes de mesure et organiser des actions pour remédier aux problèmes radon et pour surtout protéger les nouvelles constructions. Donc tout ça a été publié dans un arrêté agence qui classifie donc le territoire en termes du risque radon, et lié à ça, il y a des obligations pour les communes en classe 2 de prendre en compte le radon dans la gestion, la politique de la qualité de l'air et de la protection des nouvelles constructions. Cette carte que vous trouvez aussi sur notre site web et sur le site actionradon.be représente le même risque, mais pas au niveau des communes, donc pas au niveau des unités administratives, mais au niveau de 1 km sur 1 km. Donc chaque kilomètre carré est classé en termes de risque, de probabilité de dépasser le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. Donc là où il n'y a pas de couleur, ça veut dire qu'il y a moins de 1% de risque en cette carré de 1 km sur 1 km. Et les carrés en rouge, ça sont les kilomètres carrés où il y a plus de 20% de probabilité ou de risque de dépasser ce niveau de référence. Donc cette carte est utile pour identifier sur un terrain à bâtir, donc un terrain où on va construire un bâtiment, identifier, de déterminer le niveau de protection contre le radon qu'on devrait mettre en place afin de s'assurer de ne pas dépasser dans la nouvelle construction ce niveau de 100 becquerels par mètre cube. Donc le taux de radon sur le territoire, c'est lié à la géologie, en fonction du type de roche, les roches dures qui contiennent plus de radon, plus d'uranium, et les roches non cimentées comme les sables, les argiles, où on trouve moins de radon, et c'est lié à la qualité du sol également. Si le sol est perméable, ça veut dire s'il y a beaucoup de passages d'air possible, s'il y a des gros cailloux avec de l'air entre les particules, le radon se déplace plus facilement, comparé aux sols qui sont imperméables, donc des sols argileux, donc de l'argile qui forme en fait une barrière qui va bloquer le passage d'air et donc du radon à travers. Donc, l'illustration montre à droite la situation dans le nord du pays où la concentration moyenne est plus ou moins 30 becquerels par mètre cube, justement à cause de ces sols imperméables et les roches qui sont moins riches en uranium, en radon, comparé à la situation dans le sud où la concentration moyenne est de plutôt 80 becquerels par mètre cube, et c'est lié bien sûr à la composition des roches qui sont plus riches en uranium et des sols qui sont plus perméables. Comme vous voyez ici, la roche typique en Ardennes, donc le schiste qui est très fissuré, qui est très
où il y a des plis, des failles, des joints, etc., qui laissent passer facilement l'air et donc aussi le radon. Et donc, dans ces conditions-là, il faut protéger les murs extérieurs, comme vous voyez ici sur l'exemple, pour éviter le contact direct avec les roches et donc pour éviter l'infiltration de l'air et du radon vers l'intérieur. Donc, les murs enterrés dans les caves, il faut les protéger dans les nouvelles constructions par l'extérieur. Dans les maisons existantes, il y a des techniques, on peut les protéger par l'intérieur ou on peut créer des, des ouvertures à l'extérieur qu'on remplit avec un gravier, par exemple, pour former une barrière entre la roche et le bâtiment. Donc, c'est comme les flèches rouges indiquent, ce sont les voies d'entrée typiques dans nos maisons. Donc, les fissures qui existent dans la dalle de sol, dans les caves, les joints de dilatation qui existent souvent entre la dalle de sol et les murs extérieurs, les murs enterrés, aussi les fissures dans les murs. Si on a des vides ventilés, qui sont couverts par un plancher, souvent c'est pas étanche à l'air et ça laisse passer l'air et donc aussi le radon, ainsi que les perforations dans la dalle de sol qui sont créées pour faire passer les câbles, les gaines techniques, les tuyaux d'évacuation d'eau, les tuyaux d'entrée d'eau de ville, etc. Tout ça, ça forme des voies d'entrée par où le radon peut potentiellement s'infiltrer dans une construction. Donc, quel est le cadre réglementaire? On a donc déterminé une échelle qui va de 0 à beaucoup, donc il n'y a pas de limite supérieure, mais avec certains niveaux déterminés. Donc, le niveau d'orientation de 100 becquerels par mètre cube, c'est le niveau qu'on veut atteindre à ne pas dépasser pour les nouvelles constructions, mais c'est aussi le niveau qu'on essaye d'atteindre dans des projets d'assainissement. Quand on fait une remédiation dans un bâtiment, on va toujours essayer d'approcher au maximum ce niveau de 100 becquerels. Ça n'a pas de sens d'aller plus bas parce que souvent c'est difficile et les coûts sont trop élevés pour encore aller plus bas que 100 becquerels par mètre cube. Donc c'est le niveau d'orientation, niveau qu'on considère comme acceptable. Puis il y a le niveau de référence, 300 becquerels par mètre cube, qui est donc le niveau à partir duquel il est fortement recommandé de faire quelque chose pour réduire cette concentration. Quelque chose, c'est quoi? C'est améliorer la ventilation, identifier les voies d'entrée du radon et isoler, obturer tous les voies de passage. Et il y a le niveau d'intervention de 600 becquerels par mètre cube qu'on a introduit pour dire, OK, une fois qu'on dépasse ce niveau, on considère que ce n'est pas justifié d'avoir cette concentration et on assiste, donc tous les bâtiments qui dépassent les 600 becquerels, on propose des visites de remédiation pour identifier justement les voies d'entrée et les solutions à mettre en place. C'est comparable, cette échelle, avec le système qui existe pour la performance énergétique d'un bâtiment qui va de très bien à très mauvais. On peut utiliser cette échelle pour optimiser, donc pour améliorer au maximum une situation. Et c'est aussi le type d'information qu'on passe quand les gens font des mesures radon. On fait des rapports d'analyse où on place en fait la concentration mesurée sur cette échelle et on identifie des recommandations d'intervention, des choses à faire si on dépasse les 300, si on dépasse les 200, si on dépasse les 600 becquerels par mètre cube. Tout ça est repris dans un plan d'action radon belge qui a comme objectif à long terme, de nouveau, la prévention générale pour les nouvelles constructions et à court terme, dépistage et assainissement de toutes les concentrations qui dépassent le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. Et on parle de à peu près 36 000 habitations, donc maisons, en Belgique, la majorité en Wallonie, bien sûr, parce que là, on trouve les roches et les sols plus à risque.
Euh, voilà, et à Bruxelles, Flandre, on trouve quelques de ces habitations, mais la majorité sont situées en Wallonie. Donc, au niveau régional, il existe aussi des actions ou des initiatives pour la lutte contre le radon. Donc, le programme d'action régionale environnement santé qui reprend également le radon comme sujet où on identifie donc qu'il faut réduire les risques qui sont liés à la présence du radon. Il y a un arrêté ministériel déjà publié en 2009 qui définit le seuil, donc le niveau de référence 300 becquerels par mètre cube. Il existe aussi des primes à la réhabilitation, donc des primes pour la rénovation. Si on a un problème radon, il y a ces primes. Et pour les permis d'urbanisme, quand on construit une maison, la Code du aménagement du territoire définit que dans les zones, dans les communes de classe 2, il y a une obligation de l'architecte de décrire comment il va protéger la construction contre l'infiltration du radon. Voilà, les principes d'assainissement de prévention. Il y a deux grands principes qui sont très simples en principe, mais parfois pas évidents de mettre en place, surtout dans les maisons existantes. Mais il faut empêcher le radon d'entrer dans la construction, donc obturer tous les passages, identifier les voies d'entrée et les isoler, les fermer. Et deuxièmement, diluer et évacuer le radon qui est présent dans l'air de la construction, en termes donc en jouant, en travaillant sur la ventilation. Quelques exemples, comment on peut donc protéger les passages des canalisations, ici par exemple, à travers la dalle de béton. On peut utiliser ce qu'on appelle un paradon, donc une barrière étanche qui bloque le passage d'air et aussi donc du radon, et protéger en plus autour des passages pour le tuyau, le câblage, les perforations dans la dalle. On peut aussi, si c'est nécessaire, faire un système d'évacuation d'air dans le sol en dessous de la construction. Donc, avec un système qu'on appelle un puisard. Donc, on peut aller chercher l'air dans le sol en dessous de la construction et avec un extracteur, un ventilateur, un moteur, l'aspirer et le faire évacuer à l'extérieur. Il y a des points d'attention quand on construit une maison, ce sont justement les contacts entre la dalle de béton et les fondations, les murs extérieurs, les murs enterrés, etc. Il y a aussi tout ce qui est passage des gaines techniques, passage des tuyauteries qui doivent être rendus étanches à l'air pour limiter et éviter les entrées d'air et donc du radon typiquement dans les caves. Ce qu'on constate souvent, c'est les portes d'accès aux caves qui ne sont souvent pas étanches à l'air et qui peuvent être rendues plus étanches à l'air avec un joint dans le châssis, par exemple, et des systèmes qui bloquent le passage d'air dans la fente en dessous de la porte intérieure. Il y a des systèmes de ce qu'on appelle de dépressurisation du sol, où on va donc créer des ouvertures dans la dalle de sol dans les caves pour descendre dans le sol même et y installer un puisard, donc une boîte vide, qui va être raccordée à un tuyau d'évacuation et un extracteur qui donc permet par après d'aller aspirer l'air dans le sol, ce qui fait que l'air est évacué vers l'extérieur au lieu d'entrer dans la cave et puis après s'infiltrer dans les pièces de vie. Et ça peut se présenter comme ici, vous voyez le moteur qui est installé contre le plafond et qui fait donc un rejet et une évacuation de l'air vers l'extérieur et il va chercher l'air dans le sol en dessous de la dalle de béton de la cave. Vous trouverez plus d'infos sur notre site web, donc le site web de l'agence, et aussi sur les deux sites web deux plateformes qu'on a développées, actionradon.be, où on peut commander des détecteurs, et il y a plus d'infos aussi sur le radon. Et pour les lieux de travail, la plateforme radonatwork.be.
Et sur ces 2 plateformes, on peut commander des détecteurs qui permettent donc de faire un dépistage et d'identifier s'il y a un souci avec les radons. Après, vous serez conseillé sur les actions à mettre en place afin de diminuer, réduire cette concentration. Merci pour, votre attention. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions dans le chat et dans le Q&A. Et si on regarde, les questions, oui, OK, on peut les traiter après. Je propose qu'on passe d'abord à la présentation de Patricia Deckers. Ah oui, il y a juste une question pour l'instant. Est-ce que c'est recommandé d'ouvrir régulièrement la fenêtre? Oui, toujours, c'est recommandé pour la bonne qualité d'air, dans une maison. Il faut ouvrir régulièrement les fenêtres. Maintenant, si on constate des concentrations élevées en radon qui dépassent les 300 becquerels par mètre cube, dans la majorité des cas, simplement ouvrir régulièrement les fenêtres ne va pas résoudre le problème du radon parce que ça veut dire qu'il y a une entrée importante du radon qu'il faut d'abord identifier et traiter. Donc, ventiler, aérer souvent, oui, c'est très important, mais ce n'est pas toujours suffisant pour régler un problème de radon. Maintenant, Patricia, tu peux reprendre la parole. Bien, bonsoir à tous. Voilà. Oui, Est-ce que c'est bon? c'est bon. Voilà. Donc moi, je vais vous parler des aspects plus concrets de la campagne Action Radon et en particulier Action Radon 2025. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, je fais partie de la province de Luxembourg, d'un service qui s'appelle Samilux, service d'analyse des milieux intérieurs, donc pour lequel on a 2 missions. D'une part, on se rend chez les personnes qui ont des problèmes de santé sur demande médicale quand le médecin pense qu'il peut y avoir un lien avec l'environnement. Et on a également une autre mission qui concerne le radon, et c'est de celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le terme action radon, en fait, ça concerne une campagne qui est annuelle et qui est commune de sensibilisation et de détection du radon que l'on mène ensemble depuis 2012, donc sous la tutelle de la FCN en partenariat avec les SAMI, donc les services d'analyse des milieux intérieurs des 5 provinces wallonnes, et la CRIPI, donc, qui est la cellule régionale d'intervention en pollution intérieure de Bruxelles Environnement. Ça représente environ 3000 familles qui chaque année, qui font un test pour mesurer le taux de radon dans leur habitation. Et quand on regarde la carte, Boris vous l'a déjà montré tout à l'heure, on voit effectivement qu'il y a vraiment cette zone, et notamment, là je parle pour notre région, dans la province de Luxembourg, les régions de Bastogne, Neuchâtel, Marche, mais aussi l'arrondissement de Verviers en province de Liège, l'arrondissement de Dinan en province de Namur et le Brabant wallon, où on voit ici qu'il y a quand même une zone avec des concentrations assez élevées. Mais clairement, c'est la province de Luxembourg et je pense que la majorité des participants ce soir sont de la province. Donc, c'est vraiment la province de Luxembourg qui est la plus touchée, la plus concernée par cette problématique. Alors concrètement, vous avez déjà vu une photo, Boris vous l'a déjà montré. Donc le détecteur, c'est pas un appareil très très sophistiqué, hein, c'est un petit boîtier en plastique qu'on envoie par la poste, euh, doit être placé pendant 3 mois dans la pièce du rez-de-chaussée la plus fréquentée. Donc on ne le place pas à la cave parce que les recommandations, les normes sont faites par rapport à l'exposition des gens. Donc, si on a un bureau ou une pièce aménagée en sous-sol, on peut évidemment
tester cette pièce-là, mais on considère que c'est la pièce du rez-de-chaussée la plus fréquentée qui doit être testée. Et Boris vous a expliqué, donc la campagne commence en octobre et on envoie les détecteurs jusqu'à fin décembre parce qu'ils doivent rester 3 mois en place et donc ça fait jusqu'à fin mars. Si on décalait, si on faisait plus tard et qu'on laissait les détecteurs jusqu'à avril, mai, juin, même si on est en Belgique, parfois on a un beau printemps et donc les fenêtres sont plus ouvertes, on aère plus et donc il y a moins de radon et on fausserait le résultat et les personnes seraient rassurées, mais à mauvais escient dans ce cas-ci. Le coût d'un test est de 15 €. Ce coût comprend le détecteur, son analyse et les conseils si nécessaire. Donc, si le taux est trop élevé, il y a des conseils qui sont donnés, on va les détailler après. Et quoi qu'il arrive, on ne paye qu'une fois 15 €. C'est-à-dire que si après si on a eu un taux trop élevé et qu'on essaye de remédier, après remédiation, on peut refaire un test de contrôle et ce contrôle est gratuit. Donc, j'insiste sur cet aspect-là pour bien montrer qu'on n'est pas dans une démarche commerciale. Nous, les tests, on doit les payer, les analyses, on doit les payer, il y a les coûts d'envoi. Donc, les provinces ici ne sont pas du tout dans une optique de faire du bénéfice sur le dos des citoyens. Voilà, c'est vraiment c'est pas un coût. Concrètement, donc, on peut commander le détecteur jusqu'au 31 décembre. La liste d'inscription est ouverte toute l'année, c'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivent le 10 janvier, leur inscription va être prise en compte, mais le détecteur leur sera envoyé au mois d'octobre de l'année suivante. Enfin, non, de la même année, mais au mois d'octobre suivant. Donc, la campagne dure jusqu'au 31 décembre. Le plus facile pour s'inscrire, c'est en ligne en allant sur le site www.actionradon.be. Et selon les provinces, c'est écrit en tout petit ici, mais vous aurez l'information si vous allez sur le site actionradon.be. Dans certaines provinces, on peut s'inscrire aussi par téléphone ou par mail. Voilà, ça dépend. Je ne vais pas tout détailler ici. Ensuite, les détecteurs sont envoyés par la poste et ils sont envoyés par la poste dans une enveloppe, vous avez vu, ils ne sont pas très grands, qui passent dans les boîtes aux lettres les plus standards. Donc, ce n'est pas un colis qu'il faut réceptionner. On les envoie par la poste. Cette année, ils vont être envoyés fin octobre, début novembre. Donc, dans l'envoi, il y a une feuille de consigne, ce qu'on appelle le mode d'emploi, donc qui vous dit en gros où il faut le placer. Il y a un questionnaire. Je l'ai mis en rouge parce que ce questionnaire est vraiment très, très important, parce que dessus, on demande les dates, notamment la date à laquelle vous déballez le détecteur et la date à laquelle vous le renvoyez. Sans ces dates-là, le laboratoire ne sait pas réaliser l'analyse. Il a besoin de connaître le nombre de jours d'exposition. Donc, ce questionnaire est vraiment très important. Et donc, dans l'envoi, il y a aussi, en tout cas pour la province de Luxembourg, je pense que d'autres provinces ont un autre système et qui font payer le détecteur avant de l'envoyer. Dans notre cas, en province de Luxembourg, la facture est jointe à l'envoi avec les références pour faire le virement sur le compte de la province. Quand on le reçoit, le détecteur doit être déballé. Il est envoyé il est emballé en fait dans un petit emballage en plastique. Il suffit de le déballer, ne pas essayer de l'ouvrir, juste le déballer et le placer, donc je l'ai déjà dit, au rez-de-chaussée sur un meuble, à peu près à la hauteur à laquelle on respire, 1,50 m, 2 m, dans une pièce de vie fréquentée. Certaines personnes le mettent parfois dans le hall, devant la porte qui va à la cave. Ça fausse un peu parce que le hall, c'est une zone de passage. C'est plus intéressant de le mettre dans le séjour, dans un bureau, si on a un bureau, si on fait beaucoup de télétravail,
dans une pièce dans laquelle on passe du temps, donc au rez-de-chaussée, pas en plein courant d'air parce que le radon, c'est un gaz. S'il y a un courant d'air, il n'y aura pas de radon et donc le détecteur ne mesurera pas grand-chose. Pas dans la cave, je l'ai déjà dit, et donc pas en plein soleil ni près d'une source de chaleur. C'est anecdotique, mais certaines personnes l'ont déjà placé sur un poêle et c'est du plastique et ça fond. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas le placer trop bas parce qu'on en a déjà récupéré aussi qui avait été mordillé par des chiens et on ne sait plus rien en faire. Donc c'est une anecdote, mais voilà, c'est pas anodin si j'en parle. Et donc, il est important de bien compléter le questionnaire à ce moment-là, de noter la date. Les personnes qui sont équipées d'un smartphone, mettez-vous un rappel pour 3 mois après et les autres, vous mettez un gros point rouge sur votre calendrier pour penser que 3 mois après, il faudra l'enlever. De toute façon, nous, après 3 mois, en tout cas pour la province de Luxembourg, on envoie systématiquement un mail aux personnes qui nous ont laissé leur adresse mail pour leur dire que les 3 mois arrivent à échéance et qu'il va être temps de penser à nous. Parce qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup d'oubli, donc on essaye de limiter les risques d'oubli. On n'est pas à quelques jours près. Si une semaine de plus, une semaine de moins, ce n'est pas grave tant que les dates sont renseignées sur le questionnaire. Donc, il ne faut vraiment pas se tracasser s'il y a un congé qui tombe. Ce n'est pas dramatique. Bon, il ne faut pas que ce soit 6 mois, il ne faut pas que ce soit 2 semaines, mais si c'est 1 ou 2 semaines de plus ou de moins, ce n'est pas grave. Et puis, donc, il suffit de le renvoyer par la poste. Vous avez l'adresse qui est renseignée dans les documents que vous recevez avec le questionnaire. Et donc, il faut mettre 2 timbres sur l'enveloppe. Voilà, certaines personnes pensent que tout est compris dedans, mais il faut quand même mettre des timbres. C'est ainsi qu'on en perd parfois. Et donc, nous, quand on les reçoit, on les encode, on les envoie au laboratoire pour analyse. Et puis, quand on a les résultats, on les encode, on prépare les courriers. Et les résultats sont transmis par courrier individuel entre 1 mois et demi et 2 mois, on va dire, après l'envoi au labo. Donc, c'est un peu long, mais il y a beaucoup d'étapes. Concernant les résultats et le suivi, donc Boris en a parlé, le niveau de référence est de 300 becquerels. Donc chez nous, vous voyez, c'est pas la petite ligne comme il a montré, c'est une jauge, mais l'impact est le même. Donc quand on est dans le vert, moins de 300 becquerels, on se dit que c'est OK, c'est bon, on est en dessous de 300. Maintenant, il y a quand même toujours une consigne d'aérer au maximum et d'essayer de se mettre dans les conditions pour avoir le taux le plus bas possible. Entre 300 et 600 becquerels, on recommande fortement de prendre des actions correctives, mais en général, on considère que ce sont des actions qui sont facilement réalisables par quelqu'un qui n'a pas de main gauche. Donc, on envoie une brochure qui reprend les principaux conseils à mettre en œuvre et on propose aux personnes qui ont fait quelque chose de contrôler gratuitement la saison d'après pour voir si ce qu'ils ont fait est efficace. Pour les personnes qui ont plus de 600 becquerels, donc Boris l'a dit, il faut agir. Et là, ce n'est pas obligatoire, mais on envoie aussi de toute façon la brochure avec les conseils et on propose aux personnes qui le souhaitent de venir chez eux, c'est gratuit, pour voir un peu en fonction de la maison les voies d'entrée possibles du radon et essayer de proposer les conseils les plus adaptés au bâtiment. On ne vend rien. Encore une fois, il n'y a pas de démarche commerciale. On ne fait pas non plus les travaux. Maintenant, on oriente vers le type de matériel à acheter et on essaie vraiment de toujours rester dans une gestion de bon père de famille et de ne surtout pas faire dépenser trop d'argent. Donc, parfois, on dit nous-mêmes aux personnes, écoutez, on va commencer doucement et puis on va voir un peu ce qui se passe, si ça suffit. Et si ça ne suffit pas, on sait qu'on a encore des cartouches
pour la fois d'après, pour être plus efficace si ça n'a pas suffi. Donc vraiment, c'est libre, mais c'est un service qui est offert par la province. Alors spécifiquement en province de Luxembourg quand même, donc comme vous l'avez vu, on est particulièrement concerné. On a en fait au sein de la province, depuis 89, on s'occupe du radon. Donc il y a eu la création d'un centre radon qui était localisé à Bastogne à ce moment-là, avec déjà des campagnes qui étaient mises en œuvre. Et depuis 2006, on a une collaboration qui est quand même beaucoup plus étroite avec la FCN. Et notamment, on a organisé des campagnes communales dans les communes de la province de Luxembourg où voilà, les personnes recevaient un avis en toute boîte qui les invitait à une séance d'information. C'était le même contenu que ce qu'on voit aujourd'hui, sauf qu'on était là physiquement, mais les moyens de communication évoluent. Et donc, on a fait ces campagnes. Pour vous donner une idée, en tout, sur la province de Luxembourg, il y a à peu près 14 000 mesures qui ont été réalisées depuis 2006. Alors, ça paraît pas mal, mais en réalité, ça ne représente que 12% des habitations de la province. Ça veut dire que 88% n'ont jamais été testés. Et quand on voit que notre province est quand même très rouge avec des communes, on va le voir après, qui sont quand même, qui ont un risque vraiment très élevé, il y a vraiment un intérêt à essayer de faire le plus possible de tests, de tester la maison. C'est tout bénéfice parce que si le résultat est bon, on est rassuré. Et s'il n'est pas bon, on sait généralement s'en sortir sans trop de difficultés. Et c'est quelque chose qu'on peut classer et qu'on peut oublier. Donc il y a vraiment un grand intérêt parce qu'il y a encore 88% des maisons qui n'ont pas été testées. Bon, il y a 2 ans, c'était 90%. On gagne à peu près 1% par an. Mais, donc, on ne désespère pas d'y arriver. Mais voilà, il faut continuer. Et donc, parmi les maisons qui ont été testées, on en a à peu près 18% sur la totalité de la province qui sont au-delà de 300 becquerels et 6% qui sont même au-delà de 600 sur la totalité de la province. Donc, vous vous dites, OK, il y a quand même 82% des maisons qui sont bonnes, on ne va pas se tracasser. Mais quand on regarde au niveau des communes, sur les 43 communes de la province de Luxembourg, on en a 24 qui sont en classe 2B, et c'est-à-dire dans lesquelles la probabilité, le risque est supérieur à 10%. Donc, plus d'une maison sur 10 a un problème de radon. On n'en a aucune dans laquelle le risque est de 0. Et si on regarde, voilà, vous voyez la carte, si vous allez voir l'enregistrement après ou si vous allez sur le site de la FCN, vous aurez plus de détails. On a certaines communes, comme je disais, pour ne pas les citer, on a Oufali, Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, sont des communes dans lesquelles on sait que plus de 30% des maisons testées avaient un taux de radon trop élevé. Donc, c'est 1 sur 3. Dans d'autres, Neuchâtel, Bastogne, dont l'ex-Bertogne, puisqu'il y a eu la fusion des communes, Libin, sont des communes dans lesquelles le taux est supérieur à 25%, donc 1 sur 4. Alors oui, on a bien sûr des communes qui sont dans le vert, mais ce sont aussi des communes dans lesquelles on n'a pas beaucoup d'échantillons. Et ça ne veut pas dire, parce qu'on habite Étal, par exemple, et que Étal est dans le vert, qu'il n'y a pas de radon. On a eu des cas dans des communes dans lesquelles on ne s'attendait pas, où on avait de temps en temps une maison avec un taux vraiment très élevé, parce que selon la configuration du terrain, donc même quand on est dans une zone qui paraît claire, ça vaut la peine de tester et de savoir un peu où on en est. Alors, comment diminuer la concentration en radon? Boris en a parlé. Donc, les 2 grands principes, c'est d'empêcher le radon de pénétrer dans le bâtiment et de faire sortir ce qui est quand même rentré. Donc, pour commencer, il en a parlé, c'est améliorer le renouvellement d'air. Donc, au niveau des pièces de vie, des caves, s'il y en a, des vides ventilés. Ça paraît aussi évident, mais on voit souvent des vides ventilés qui en fait ne sont pas ventilés.
parce qu'il y a eu des travaux, on a construit une terrasse, on a fait des rénovations et en fait, les bouches d'aération ont été obstruées. Et donc, le vide ventilé, qui par définition devrait être ventilé, ne l'est plus. Et donc, on a des taux de radon qui peuvent être astronomiques à ce niveau-là et qui ensuite passent dans les maisons par les passages de tuyaux. Donc, colmater les fissures, passage de tuyaux et câbles, on en a déjà parlé. Étanchéifier l'accès à la cave quand il y en a une, donc au niveau de la cage d'escalier, de la porte, de la trappe, Boris en a parlé. Mais aussi, dans certains cas, on a pu le voir, on extrait l'air à la cave ou sous la dalle. Ça peut faire très peur quand on le voit comme ça. Dans la pratique, ce n'est pas très compliqué et c'est vraiment pas très, très cher. La majorité des personnes savent le faire elles-mêmes, en fait, quitte à louer un peu de matériel pendant un jour ou deux, mais c'est faisable et ça ne nécessite pas des entreprises et ça ne nécessite pas des devis énormes. Maintenant, les personnes qui ne savent vraiment pas à qui s'adresser, il y a effectivement des sociétés qui sont spécialisées et qui peuvent intervenir. Donc, pour entre 300 et 600 becquerels, en général, on peut s'en sortir avec les conseils simples qui sont repris dans la brochure. Dedans, on parle de l'aération, mais comme Boris l'a dit, aérer et diluer le radon, c'est bien, mais l'idée, c'est quand même de l'empêcher aussi d'entrer, donc aérer ne va pas suffire. Si on a 314, oui. Si on a 530, aérer ne suffira pas, il faudra faire 2-3 petites choses en plus. Pour les personnes qui ont un résultat supérieur à 600 becquerels, donc je l'ai déjà dit, on propose une visite de remédiation sur site. Ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de démarche commerciale, nous ne vendons rien. C'est vraiment une proposition, un service. Pour vous donner une idée, en province de Luxembourg, on en fait environ 60, 70, voire 75 cette année par an. Pour les cas compliqués, on peut bénéficier de l'aide de la FCN. Donc, quand il y a des maisons un peu plus compliquées, on demande à Boris de venir passer une journée en province de Luxembourg et de nous faire partager de son expertise. Et donc, chaque visite est suivie d'un rapport écrit qui reprend des conseils. Encore une fois, après, nous, on donne les conseils, il n'y a pas d'obligation de mise en œuvre. Maintenant, on peut se dire quand même que si on s'est déplacé, voilà, on espère quand même que les personnes vont au moins essayer de faire quelque chose. Après avoir essayé de remédier, donc il y a un contrôle gratuit. Ça peut être sur demande spontanée et en général, nous, en début de saison, vers le mois de septembre, on renvoie systématiquement un mail à toutes les personnes qui ont eu un taux trop élevé la saison précédente pour voir s'ils ont eu la possibilité de faire quelque chose, si oui, quoi, et s'ils souhaitent bénéficier d'un contrôle. Là, pour le moment, pour cette saison-ci, on a, je pense que c'est 92 ou 93 contrôles qui vont être réalisés pendant cet hiver. Les visites de remédiation, pour vous montrer un peu, en général, ça dure une grosse heure, ça dépend de la grandeur de la maison. Donc, on a un questionnaire qui nous permet de voir un petit peu comment a été construite la maison. On fait une visite du rez-de-chaussée et des caves, donc on ne va pas dans les chambres et dans le grenier, ça ne sert à rien de ranger, nettoyer avant qu'on arrive. On se concentre au rez-de-chaussée dans les caves. Et on a avec nous des appareils de deux types. Donc on a celui-ci qui fait des mesures en 15 ou même plutôt 30 minutes. Donc quand on voit, dans ce cas-ci, c'était un sterput dans une cave et on voulait voir un petit peu. Et effectivement, quand on le met après 30 minutes, on voyait qu'il y avait un taux de radon vraiment très, très important. On se dit, OK, là, c'est une voie d'entrée. Et donc, dans ce cas-là, soit on s'arrange pour qu'il y ait toujours de l'eau dedans, pour que le radon ne sache pas passer, ou si on ne l'utilise pas, on conseille de le condamner. Parfois, il n'est pas utilisé. Et on a ensuite un autre type d'appareil, comme celui-ci, qui est un sniffer. Et donc, lui, en fait, il donne une mesure vraiment instantanée. Ce n'est pas le chiffre qui est important, mais on voit s'il réagit. Et donc, ici, on voit un trou entre le mur, le chambranle, le sol. On le met et effectivement, on voit qu'on a un résultat de 14 ou 15 000.
Et on se dit, OK, là, il y a une réaction. Ici, il y a un passage de tuyau qui vient de l'extérieur, on le met et on voit qu'il y a aussi 15 ou 16 000. Et ça nous permet, quand on est dans la maison, de voir quelles sont les voies d'entrée. Alors, la difficulté de ces appareils-là, c'est que ce sont des mesures tellement instantanées qu'il faut un petit peu de chance, il faut qu'on tombe un jour où il y a du radon. Donc, on ne fait pas de mesures, on ne fait pas de visite pendant les mois de juin, juillet ou septembre, parfois, en fonction de la météo, parce que si on ne mesure rien, mais on a du mal à pouvoir cibler les actions. Et donc, ceci explique que, par exemple, maintenant, on va recommencer les visites de résultats de l'année dernière qu'on n'a pas encore su faire pour être dans les meilleures conditions et espérer pouvoir mesurer et espérer pouvoir trouver des voies d'entrée. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas forcément très, très inquiétant, j'ai repris 2 exemples de remédiation simple, ça va aller très vite. Donc ici, c'était une maison 4 façades des années 80. Le taux mesuré était de 791 becquerels. Donc, on était bien au-delà des 600. Les personnes ont demandé à ce qu'on vienne sur place. Et en fait, quand on regardait, la maison avait l'air très saine, très bien. Et en fait, il y avait un vide ventilé en dessous de toute la maison, sauf le garage. L'accès se faisait par simplement cette espèce de trappe qui était située dans le garage. Et quand on a mis l'appareil dedans qui fait une mesure, j'ai mis instantanée, mais c'est pas vrai, c'est une demi-heure, on avait un résultat de 4900 becquerels, alors que le taux mesuré sur 3 mois était de 791. Donc, il y avait de bonnes raisons de penser que le vide ventilé était effectivement un problème. Et en y regardant de plus près, le vide ventilé n'était pas ventilé. Donc, effectivement, il y avait eu, on avait remis des graviers, on avait refait une terrasse, et donc le vide ventilé n'était pas du tout ventilé. Donc, les conseils, c'était les bons conseils d'aération de pièces de vie, créer des ouvertures dans le vide ventilé. Et là, la personne, en l'occurrence, qui était vraiment très motivée, a aussi mis un ventilateur pour forcer le courant d'air et donc pour diluer le radon dans le vide ventilé et mettre une plaque avec un joint qu'on peut enlever, mais une plaque étanche et un joint à la porte entre le garage et la cuisine. C'était pas grand-chose, il l'a fait lui-même et quand il a fait son contrôle l'année suivante, il était passé de 791 à 51 becquerels. Donc, c'était vraiment un résultat très, très satisfaisant pour des travaux qui n'étaient pas démesurés et qui ne lui ont pas coûté grand-chose puisqu'il savait le faire lui-même et que ce genre de choses, on sait le faire. Un cas un peu plus compliqué a priori, c'était une maison 4 façades des années 1900. Là, le taux mesuré dans le séjour était de 2260 becquerels. Donc, on était quand même bien, bien, bien au-dessus de la limite de 300. Et en fait, dans ce séjour, on voit ici, par cette petite trappe, il y avait un accès à une cave, une toute petite cave, la trappe n'était pas du tout étanche. On voit que, donc il y avait le joint, mais on voit qu'il y avait aussi les trous pour passer une pince pour l'ouvrir. Et ces trous, c'était de l'air qui venait de la cave. Et donc, quand j'y ai mis l'appareil, on voit qu'au bout d'une demi-heure, on était à 26 000 dans cette cave. Donc, sachant qu'ici, on a 26 000, qu'il y a une trappe pas étanche, il n'est pas étonnant que dans cette partie de la maison, on ait 2260. Et donc, dans ce cas-ci, en fait, ce qu'on a conseillé, c'était d'étanchéifier la trappe parce qu'en fait, la cave, il ne devait y aller qu'une fois par an pour relever les compteurs. Donc, elle était facile à étanchéifier tout en ne la condamnant pas. Et le principe dans ce cas-ci, ça a été de mettre un extracteur centrifuge qui sortait par le soupirail qui existait. Il n'a même pas fallu le créer. Ce type d'extracteur, ça coûte entre 250 et 300 euros, ça dépend où on l'achète. Et en fait, le principe, c'est que il va aspirer l'air de la cave et donc le radon et le rejeter vers l'extérieur et créer une dépression dans cette partie du bâtiment, ce qui fait qu'en fait, le radon
qui, en tant que gaz, va de la pression la plus élevée vers la pression la plus basse, ben en fait, ne monte plus, mais reste coincé à la cave et est évacué avant de monter au rez-de-chaussée. Et effectivement, le résultat du contrôle était de 210 becquerels. C'est pas 51 comme le cas précédent, mais c'est quand même 10 fois moins que le premier taux mesuré. Et finalement, ça n'avait pas été très compliqué à faire et on n'était pas dans des coûts astronomiques. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de faire un test et de se dire, oui, c'est bien, mais après, comment je vais gérer? On est là pour vous aider. Donc, ici, j'ai parlé de la province de Luxembourg. Je sais que dans la province du Brabant wallon, et du Hainaut, les SAMI font aussi des visites. Et pour la province, j'espère que je ne dis pas de bêtises, pour la province de Namur et de Liège, c'est la FCN qui s'occupe d'aller faire des visites en attendant qu'il y ait des personnes dans les services qui puissent le faire. Donc, il y a un accompagnement et ça vaut vraiment la peine de le faire. Voilà. Merci pour... J'ai terminé. Merci Patricia pour ces explications très claires. Entre-temps, on a eu plusieurs questions dans le chat et dans le Q&A. On peut vite les parcourir. Donc, oui, la question, donc, il y a un accompagnement dans toutes les provinces si on dépasse le 600 becquerels par mètre cube, et les informations, si on dépasse les 300 becquerels par mètre cube, sont les mêmes aussi, sont données dans toutes les provinces. J'ai mis le lien vers la carte interactive dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Il y a une question sur la situation d'une maison surradiée. Est-ce qu'on peut encore aérer sous la dalle? Donc, si on veut faire une extraction d'air dans le sol sous le radier, c'est possible sous condition qu'il y ait une couche de gravier qui existe entre la roche et le radier. Si c'est le cas, on peut installer un puisard, on peut faire une extraction dans la couche de gravier. Sinon, ça dépend de la perméabilité en fait, de la roche. Si on est directement dans la roche, et parfois, si la perméabilité n'est pas suffisante, c'est difficile et on doit agir sur la ventilation plutôt. Encore une question, peut-on créer une dépression à l'aide d'un extracteur centrifuge puissant si le taux de radon n'est pas trop élevé? Est-ce qu'il y a un risque d'évacuer la chaleur des pièces de vie? Oui, donc il ne faut pas faire une extraction dans les pièces de vie, jamais pour le radon, parce que ça crée en fait une dépression dans les pièces de vie, ce qu'on ne peut pas installer. Donc, si on agit au niveau du sol, donc en dessous de la construction, oui, donc on peut créer une dépression dans le sol et ça évite le remontée du radon dans les pièces de vie. Voilà, s'il n'y a pas trop de radon, parfois, effectivement, on peut jouer sur la ventilation dans la pièce de vie avec une VMC. Donc, si on a une VMC et on arrive à garantir un taux de renouvellement d'air importante, parfois, c'est une solution s'il n'y a pas trop de radon. Il y avait encore quelques questions sur... Il y a un extracteur dans le vide ventilé chez moi contre le radon. La sortie extérieure donne sur la terrasse. Est-ce suffisant pour que le radon s'évapore bien? En général, oui, c'est difficile de dire, de parler pour le cas concret, mais effectivement, la sortie doit être à un endroit où il y a suffisamment de place pour que l'air se dilue à l'extérieur, donc pas directement à côté des fenêtres ou des portes d'accès. Voilà, donc il faut suffisamment de distance des entrées ou des sorties de la maison. Si on met le détecteur dans le bureau, on peut le mettre plus bas que 1,50 m. Oui, on peut le mettre entre 1 et 2 mètres. L'hauteur n'a pas beaucoup d'importance, c'est plutôt en pratique. Il faut éviter que le chien attrape le détecteur et le mange et autres inconvénients. Mais l'hauteur, on peut le mettre on peut dire 1 et 2 mètres.
Comment on peut savoir si notre puits artésien est infecté par le radon? C'est difficile à savoir. On peut faire une analyse de l'eau, mais c'est un peu compliqué. Le plus facile, c'est de faire la mesure radon dans les pièces de vie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En fait, il n'y a pas probablement un souci avec l'eau. Ouvrir régulièrement la fenêtre, on en a discuté, c'est une bonne habitude, de toute façon pour la qualité d'air intérieur et pour le radon aussi, mais il y a beaucoup de radon, ça ne suffit pas toujours pour garantir un taux acceptable, donc en dessous de 300 becquerels par mètre cube. Est-ce que c'est préférable d'avoir une maison sans cave? Eh bien, pas nécessairement. Souvent, s'il y a une cave et si on constate un problème de radon dans les pièces de vie, on peut agir au niveau de la cave, faire une extraction, améliorer la ventilation, obturer les passages, etc., pour résoudre le problème. S'il n'y a pas de cave et il y a du radon dans la maison, c'est souvent plus compliqué parce il faut tout de suite agir au niveau du sol, donc il faut créer une ouverture dans la dalle de béton ou jouer sur la ventilation. Voilà, je pense que j'ai parcouru. Pour le reste, les réponses sont écrites dans le chat. Donc, on est 20h43. Je propose qu'on clôture. Je vous remercie tout le monde de votre participation, de vos questions, et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je remercie Patricia pour la présentation et peut-être à la prochaine fois. Et bonne soirée et après demain, bon week-end. Au Bonne revoir. soirée.